Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mardi 10 octobre. Voici le programme de ce soir. La Première ministre Elisabeth Borne en visite aujourd'hui à Magny-les-Hameaux, les réquisitions du procès de l'attentat de Magnanville, mais aussi les championnats de France de BMX freestyle au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Retrouvez en début d'émission l'actualité à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. En France, les femmes sont encore trop peu présentes dans la recherche scientifique. Elles ne représentent que 29% des chercheurs. Alors pour briser ce plafond de verre, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO récompensent chaque année des doctorantes ou post-doctorantes. Et parmi les 35 jeunes chercheuses primées, 3 sont yvelinoises. Et comme chaque mardi, nous ferons également un point sur la culture dans les Yvelines. Entre littérature, exposition d'art ou encore festival de bande dessinée, l'actualité est riche dans le département. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission, on reviendra sur les Yvelinoises distinguées par la Fondation L'Oréal l'UNESCO et comme Ophélie McIntosh primée pour ses recherches sur Mars notamment. Et justement, Ophélie McIntosh, vous êtes avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de finir votre thèse à l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et à l'Institut national italien d'astrophysique. Et vos recherches portent sur la planète Mars. Est-ce que cette planète réunit les conditions favorables à la vie ? On en parlera un peu plus en détail en fin d'émission. Avec nous également sur ce plateau, un journaliste de la rédaction de TV78, Grégory Canalé. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous allez nous présenter les informations à retenir dans les Yvelines dans quelques instants. C'est tout de suite d'ailleurs. Et on commence ces informations, Grégory, par la Première ministre qui était en visite dans les Yvelines aujourd'hui. Elisabeth Borne s'est rendue à Magny-les-Hameaux. Elle était accompagnée de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, pour une visite du collège Albert Einstein. L'établissement est engagé dans la lutte contre le cyberharcèlement au travers du programme PIX. Des élèves de 6e sont formés tout au long de l'année pour obtenir un passeport numérique. La Première ministre a d'ailleurs pu échanger avec ces jeunes. Le cyberharcèlement toucherait 25% des collégiens en France selon la Direction générale de l'enseignement scolaire. Il y a 2 semaines, le gouvernement a détaillé les contours de son plan contre le harcèlement scolaire après le suicide du jeune Nicolas à Poissy. Il y a du nouveau dans le procès de l'attentat de Magnanville. La réclusion perpétuelle, la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de 22 ans de sûreté, c'est ce qui est requis contre Mohamed Lamine Aberrousse. C'est ce qui, donc c'est l'homme qui est jugé par la cour d'assises spéciale de Paris pour complicité d'assassinat au nom de l'État islamique. Il est accusé d'avoir été présent sur les lieux de l'attentat le 13 juin 2016. Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, un couple de policiers, avaient été assassinés à leur domicile de Magnanville sous les yeux de leur enfant alors âgé de 3 ans. L'accusation contre Mohamed Lamine Aberrousse repose notamment sur une trace ADN retrouvée sur le repose-poignet de l'ordinateur portable des victimes, même s'il lui réfute toute présence sur place. Il est le seul accusé dans ce procès puisque le terroriste avait été abattu dans l'assaut du raid pour libérer l'enfant du couple. Verdict attendu demain. À Poissy, l'inauguration du campus PSG est reportée. Elle devait avoir lieu cet automne, mais elle est finalement reprogrammée au printemps 2024. La direction veut que toute la famille Paris Saint-Germain soit réunie pour l'événement. Le groupe professionnel masculin a bien pris ses quartiers depuis juillet, mais l'équipe féminine et les jeunes du centre de formation et de préformation doivent arriver sur place seulement en janvier, après la fin de nouveaux travaux. Suivront à l'horizon 2026 l'équipe de handball et les judokas du PSG. Le chantier du gymnase et du dojo sera lancé l'année prochaine et la construction d'un stade de 3000 places reste toujours en suspens, même si un permis de construire a été déposé. Et enfin, c'est officiel, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir un nouvel événement sportif. Et c'est une première, Mathilde, il s'agit des championnats de France de BMX freestyle qui se tiendront les 9 et 10 décembre prochains avec la présence des meilleurs riders français en pleine préparation olympique et des championnats qui concernent 2 disciplines du freestyle, le parc et le flat. Est-ce que vous savez en plateau la différence entre BMX flat, BMX park ? Alors là, non, pas du tout. Alors, il s'agit de faire des figures sur un BMX, ça pour les deux c'est vrai, mais il y a quelques petites différences et notamment pour le parc qui s'effectue, ces sessions s'effectuent dans un skatepark sur des rampes par exemple. Le BMX park sera au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec des épreuves place de la Concorde à Paris, ce qui ne sera pas le cas du BMX
flat, qui sera donc non présent au JO. Le principe de cette discipline, c'est que les figures s'exécutent directement sur le plat, comme vous le voyez à l'image justement, pas de rampe donc. Pour ces championnats de France, 3000 spectateurs sont attendus. Le prix du billet est 10 € pour un jour, 15 € pour les 2 jours, avec des réductions possibles si vous êtes licencié de la Fédération française de cyclisme ou tout simplement habitant de Saint-Quentin en Yvelines. Eh bien, merci beaucoup Grégory Canalé pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une information ou une image près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Elles s'appellent Aurore, Edwige et Ophélie. Elles sont yvelinoises, elles font de la recherche et elles sont lauréates du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO. Régine Ralech et Clara De Frutos sont parties à leur rencontre. Son ordinateur n'est jamais loin d'elle. Edwige Siffers, cette mansonienne, étudiante en 2e année de thèse à l'Université de Lille, tente de créer une intelligence artificielle respectueuse de la vie privée. J'essaye de développer des méthodes qui garantissent de façon certaine que personne ne peut, juste en interagissant avec l'IA, en posant des questions, reconstruire les données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Un cas qui peut notamment s'appliquer au domaine médical. Là, c'est un exemple d'intelligence artificielle qui est en train d'apprendre à reconnaître des objets, donc ici par exemple une table. Et ce qu'on peut voir, c'est que nous, sans avoir accès à la donnée, juste en regardant comment elle apprend, c'est possible de reconstruire l'image. Donc on part d'un point au hasard et petit à petit, en enlevant le bruit, on reconnaît entièrement la table. Et à la place de cette table, on pourrait imaginer n'importe quelle autre image. Par exemple, dans le domaine médical, on pourrait avoir la photo d'un scanner et donc reconstruire toute l'image du scanner, y compris les coordonnées de la personne qui peuvent être marquées sur le côté. Si Edwige s'est attelée à ces recherches, c'est pour lutter contre certaines dérives de l'intelligence artificielle. Gourmands en données et notamment en données personnelles, les algorithmes peuvent constituer un risque pour les sociétés et les individus. Pour Edwige, recevoir le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO dans un milieu masculin est une marque de reconnaissance et aussi un levier financier pour lui permettre de financer ses recherches. C'est à l'Institut Necker Enfants Malades dans le 15e arrondissement de Paris que travaille une deuxième lauréate yvelinoise, Aurore Claude Topin. Habitante de Poigny-la-Forêt, cette chercheuse post-doctorante est revenue des États-Unis il y a 3 ans pour faire de la recherche dans le domaine de la cancérologie où elle étudie l'autophagie. Donc c'est un processus qui est utilisé par toutes les cellules, dont les cellules cancéreuses, pour pouvoir produire de l'énergie quand elles en ont besoin, quand elles sont dans des situations défavorables. Donc c'est le cas des cellules cancéreuses. Elles sont en conditions défavorables, elles vont essayer d'utiliser l'autophagie pour produire de l'énergie, survivre, jusqu'à ce que les conditions soient meilleures pour pouvoir faire des métastases par exemple. Éviter le risque de rechute par métastase, c'est l'objectif d'Aurore. Mais si elle a reçu le prix de la Fondation L'Oréal UNESCO, c'est notamment parce qu'elle utilise un système in vitro pour éviter l'expérimentation animale durant cette étape clé. Alors c'est le système que j'utilise quotidiennement pour pouvoir mimer in vitro le transport des cellules métastatiques dans les vaisseaux sanguins. Et ça nous permet d'utiliser moins de souris et d'animaux pour notre projet. Pour Aurore, le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO, c'est l'occasion de briser le plafond de verre dans la recherche, mais aussi de porter une voix pour les étudiants qui ont comme elle un parcours atypique. C'est OK de faire une filière technologique et professionnalisante et c'est même surtout un atout pour le après, parce qu'on sait vraiment dans quel monde on se lance, parce que j'ai pu découvrir le monde de la recherche grâce à mes stages de BTS. Cette année, le concours récompense aussi Ophélie McIntosh, originaire du Chêne Roccancourt. Elle est spécialisée dans l'astrobiologie et mène des recherches sur la présence de matière organique sur la planète Mars, au Latmos, à Saint-Quentin en Yvelines et à l'INAF. Et c'est d'ailleurs notre invité ce soir. Nous reviendrons sur ses recherches en fin d'émission. Le Mamo solidaire est de passage dans les Yvelines cette semaine. Dans le cadre d'Octobre Rose, ce bus itinérant permet de faciliter l'accès au dépistage du cancer du sein en proposant gratuitement une mammographie. C'est le reportage de Julien Leroy. Alors l'échographie, donc c'est une technique qui fait appel aux ultrasons. Et on réalise ce qu'on appelle un balayage sur l'ensemble de l'aire mammaire. Un camion itinérant pour aider à sauver des vies.
Depuis le 2 octobre dernier, le Mammo Solidaire sillonne l'Île-de-France pour permettre de réaliser des mammographies contre le cancer du sein. Ce mardi, le dispositif était au pied du château de Buc. Objectif, permettre en priorité aux patientes sorties du circuit de dépistage de réaliser leur examen au plus près de leur domicile. La plupart des femmes hésitent parce que elles ont peur du résultat, principalement c'est la peur du résultat. Et ensuite, il paraît que pour certaines femmes, la mammographie, elle fait mal. Donc pourtant, c'est un examen qui ne dure pas plus d'une dizaine de minutes. Si ce cancer est le plus fréquent chez la femme, le nombre de dépistages a pourtant diminué de 9,5% en 10 ans. Détectée suffisamment tôt, cette pathologie peut être guérie dans 90% des cas. Le Mammo Solidaire vise à faire tomber certaines barrières. Pour certaines femmes, c'est certain que ça lève des obstacles, soit de matériel, de proximité, de déplacement difficile, soit des obstacles psychologiques, parce que pour le dépistage, en fait, parfois il suffit d'un déclic pour inciter une patiente à prendre rendez-vous alors qu'elle aurait hésité à passer la porte d'un cabinet de radiologie de ville. En octobre 2022, le camion francilien a accueilli 265 personnes. Ce matin-là, Séverine a réalisé sa mammographie suite à la campagne de communication Octobre Rose. Je suis venue parce que en fait, j'ai des antécédents de personnes qui ont déjà eu aussi des cancers du sein. Donc ça m'a mobilisée. Je sais l'importance de se faire dépister très tôt. Accessible entre 50 et 74 ans, ce service gratuit nécessite une inscription par téléphone. Ce mercredi 11 octobre, le Mammo Solidaire s'arrêtera sur le parking de la mairie de Trappes entre 9h et 18h. Et toujours dans le cadre d'Octobre Rose, plusieurs communes des Yvelines organisent leur traditionnelle marche ou course. Elles permettent de récolter des fonds pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. Samedi matin, c'était Guyancourt qui proposait sa course solidaire. Le but était de faire le maximum de tours de piste en 20 minutes et ils étaient environ 150 motivés à courir pour la bonne cause. C'est pas la première fois qu'on le fait, que je le fais avec ma fille. C'est devenu presque une tradition de participer pour une cause qui touche la femme. C'est important d'être là pour représenter le cancer du sein. Le sport aussi, c'est un événement qui regroupe plein de monde. Je pense que c'est important de pouvoir se mobiliser, surtout pour ce genre de cause. Ça me semble très important. Puis comme ma fille fait de l'athlétisme aussi à Guyancourt, c'était une bonne occasion de venir courir avec elle. Allez, c'est l'heure à présent de passer à notre page culture. Avis aux passionnés de littérature, la Ville Royale présente l'exposition Trésors des bibliothèques de Versailles. Plusieurs livres rares, parfois même uniques, sont à découvrir au sein de la Galerie des Affaires étrangères. C'est dans la somptueuse Galerie des Affaires étrangères que la Ville du Roi Soleil présente sa nouvelle exposition, Les Trésors des bibliothèques de Versailles. Elle se décline en 6 étapes et 6 thématiques, comme la rareté des œuvres, leur esthétique ou encore leur auteur. Ça paraît évident de présenter des trésors dans une bibliothèque patrimoniale. Ce qui est moins évident, c'est de les choisir. Parce qu'en fait, ici, nous avons une histoire qui est extrêmement riche, faite de décennies de travail sur des collections qui sont souvent de très riche provenance. Au total, la bibliothèque de Versailles dispose de 500 000 ouvrages. Dans cette exposition, ce sont 160 œuvres qui ont été sélectionnées. Si vous devez venir voir quelque chose dans cette exposition, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le Cymbalum Mundi, un livre extraordinairement rare, le seul exemplaire que nous conservons, l'édition originale de Don Quichotte de Miguel Cervantes, un trésor de la littérature mondiale. Et peut-être attardez-vous dans la dernière salle pour voir des faux trésors, mais qui peuvent se révéler de vrais trésors. Autre manuscrit inédit exposé, les petits livres secrets rédigés par Madame de Maintenon, la maîtresse de Louis XIV. L'exposition Les Trésors des bibliothèques de Versailles est gratuite et en accès libre. Vous pouvez venir la visiter du mercredi au samedi après-midi jusqu'au 16 décembre. Le week-end dernier avait lieu la 20e édition du marché international d'art
contemporain art Manet. Cette année, une quarantaine d'artistes étaient présents à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux pour exposer et rencontrer leur public. C'est le reportage de Gabriel Gontier et de Régine Ralèche. L'art contemporain à l'honneur le temps d'un week-end. Les 7 et 8 octobre dernier, le marché international d'art contemporain art Manet ouvrait ses portes pour une 20e édition organisée par le Lions Club Montigny. Un des intérêts de cette manifestation, c'est bien sûr de découvrir beaucoup d'œuvres dans des techniques très différentes, mais surtout, c'est de venir découvrir des artistes. Et ce qui est intéressant, c'est de discuter avec les artistes. Ils ont beaucoup de plaisir à échanger sur leur technique, sur leur univers artistique. Peintres, sculpteurs, mais aussi photographes, une quarantaine d'artistes étaient sélectionnés pour l'occasion, comme cet ancien architecte venu exposer ses croquis pour la 3e année. Je travaille avec une technique très simple et rapide, c'est-à-dire l'encre exclusivement et l'aquarelle. 2 techniques qui permettent d'avoir une spontanéité parfaite, sans correction et un premier jet. Donc je provoque l'imaginaire, je propose et le visiteur pénètre dans le dessin. Je suis toujours surpris, j'ai un accueil merveilleux. J'ai les gens qui rêvent, alors ceux-là, ils pénètrent avec moi dans ma bulle. Pari réussi pour lui, récompensé par le prix du public pour la 2e année consécutive. Parfait, merci beaucoup. Rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art de la région. J'adore l'art, je suis toujours impressionnée par ce que les gens arrivent à réaliser de leurs mains. Pour ses 20 ans, la manifestation a connu un vif succès avec près de 1500 personnes présentes sur place. 30 ans, ça se fête. Au château de Buc, c'était l'effervescence ce week-end pour la 30e édition du Festival de la BD. Les fans et les auteurs ont répondu présents. Certains sont arrivés dès 4 heures du matin pour être sûrs d'avoir leur dédicace. C'est le reportage de Mélanie Poquet. S'il y en a bien un seul qui n'était pas content ce week-end, c'était bien Gargamel. À Buc, c'était le rendez-vous annuel des BDphiles. Plus de 8000 d'entre eux sont venus chasser les dédicaces. Chaque année, on vient pour faire dédicacer quelques bandes dessinées de mon fils. Je suis très contente parce que j'aime bien cette série des profs. Je suis venu avec ma fille et mon fils qui tournent partout parce que c'est juste génial de tous ces auteurs qui sont en train de dessiner, de découvrir comment ils dessinent, etc. Et puis après, il y a le plaisir de repartir avec son livre et sa dédicace. Je l'ai rencontré, M. Vassarin. Je ne suis venue que pour lui. 1993, premier festival. Un rendez-vous auquel participait déjà Wasterlin, l'auteur de Dr Poche, Jeannette Pointu ou encore Tucker. Je suis venu déjà dans les premiers. Et puis les années ont passé, on n'est pas toujours libre. Puis il faut qu'on ait un nouvel album au moins. Mais c'est un super festival. Hein. Ça ne m'étonne pas qu'il ait évolué dans un sens semblable. En 30 éditions, le festival a fédéré de nombreux auteurs. Plus d'une quarantaine ont accepté de participer cette année. Des habitués comme des petits nouveaux. Je suis venu à Buc régulièrement parce que j'habitais à côté, j'habitais à Igny, donc c'était vraiment très proche. J'aimais beaucoup cette ambiance, le château, le parc, etc. J'aime bien l'équipe qui s'en occupe parce qu'on se connaît. J'aime beaucoup l'ambiance, beaucoup de monde, beaucoup de familles, c'est très agréable. Et voilà, donc c'est un plaisir de venir dessiner Idéfix devant autant de gens sympathiques. Une 30aine d'éditions sous le signe de l'émotion pour l'équipe. Je rêvais, vu les infrastructures de Buc et vu l'envie aussi de certains amis de créer une petite manifestation du style de celle que j'ai citée. Et j'ai donc écrit à la mairie et 2 ou 3 personnes de la mairie ont lu mon courrier, ont dit banco. En 1993, l'aventure a été lancée avec une dizaine d'auteurs au théâtre de Buc. L'aventure ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui, les auteurs viennent de toute l'Europe. Et c'est bientôt l'heure de l'invité du 7-8, mais juste avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain.
Demain matin, nous devrions toujours avoir un grand soleil sur l'ensemble du département. Côté température, comptez 12 degrés à Rambouillet, 13 à Houdan et 14 à Versailles et Mantes-la-Jolie. Durant l'après-midi, le temps reste stable. Le ciel sera juste légèrement voilé. Au niveau des températures, elles restent toujours très hautes pour la saison. Il fera 25 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Rambouillet et 26 degrés à Houdan. Et demain, nous fêterons la Saint-Firmin. C'est l'heure maintenant de passer à l'invité du 7-8. Elles sont 35 chercheuses en France à avoir reçu le prix Jeunes Talents pour les femmes et la science, un prix décerné par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. L'objectif, mettre en avant le travail des femmes au sein de la filière scientifique. Et parmi ces 35 chercheuses, l'Yvelinoise Ophélie McIntosh, vous poursuivez vos recherches à l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et à l'Institut national italien d'astrophysique. Alors sur quoi portent précisément vos recherches ? Oui, bonsoir du coup. Donc moi je suis astrobiologiste, c'est-à-dire que je m'intéresse à tout ce qui est origine de la vie et potentielle présence de vie ailleurs. Et l'idée, c'est que mes travaux visent à chercher des signatures de molécules organiques qui sont donc les blocs de la vie et de trouver des environnements qui pourraient préserver ces molécules organiques et aussi aider à l'interprétation des données puisqu'elles sont prises par des rovers ou enfin des sondes martiennes sur Mars. Donc typiquement le rover Curiosity qui parle peut-être à certains, ça fait 10 ans, enfin plus de 10 ans maintenant qu'il est sur Mars. Et donc l'objectif global de ces recherches, c'est vraiment de voir si Mars, à un moment donné de son histoire, a pu avoir développé de la vie à sa surface. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'étudier sur Mars ? C'était la planète la plus facile, celle sur laquelle on a plus de chances de trouver de la vie ? Alors Mars déjà est une des planètes forcément les plus proches de la Terre, donc elle est accessible. Donc on peut envoyer des sondes pour l'explorer. Et ensuite, c'est une planète qui, il y a quelques milliards d'années, ressemblait beaucoup à la Terre. Donc elle avait de l'eau à sa surface, elle avait les sources d'énergie nécessaires, le volcanisme aussi, la lumière tout simplement. Et on sait maintenant qu'elle a aussi donc, les molécules organiques justement. Donc c'est tous les ingrédients qui auraient pu former de la vie. Donc en plus d'être proche, elle avait aussi un peu toutes ces données nécessaires à son exploration. Vous avez dit qu'il y avait de la présence d'eau, ça suffit pas pour le fait qu'il y ait eu de la vie sur place. Quels sont les critères pour qu'il y ait de la vie sur une planète, qu'il y ait eu de la vie sur une planète ? Donc voilà, l'eau, c'est un critère essentiel, enfin l'eau, un solvant, pour l'instant on a juste l'exemple de la Terre et on sait que l'eau est le seul solvant qui est utilisé par le vivant, mais ça pourrait être un autre solvant, hein, c'est des recherches qui sont en cours d'exploration. Mais du coup, notamment les molécules organiques sont très importantes puisque c'est vraiment donc, voilà, les briques de la vie. La vie est composée de matière organique. Donc s'il y a de la matière organique, ça ne veut pas dire qu'il y a du vivant, mais ça veut dire qu'elle a pu apparaître. Donc voilà, ça fait vraiment partie des gros ingrédients nécessaires à la vie qui nous intéressent. Alors avec quels moyens travaillez-vous pour effectuer vos recherches ? Vous avez dit que vous aviez étudié le rover Curiosity qui a été envoyé sur Mars il y a plus de 10 ans. Vous êtes aussi allé en Australie, en Italie. Vous avez fait beaucoup de voyages pour ces recherches. Oui, alors du coup, moi avant de travailler en astrobiologie, donc pour ma thèse, je faisais de la biologie marine. Ensuite, donc, j'ai décidé de me reconvertir dans le spatial pour ma thèse justement. Pour faire ces études, donc on a l'ingénierie qui nous a permis de mettre des sondes spatiales, donc ils ont des laboratoires embarqués qui permettent de faire les études scientifiques pour nous et nous ramener, nous envoyer les données qu'on va étudier en laboratoire. Et ensuite, moi, vraiment, en laboratoire, je vais reproduire certaines de ces analyses, certains de ces données. Les données, du coup, c'est ce qu'on utilise, mais parce que des instrumentations qu'on a sur Mars, je vais reproduire en laboratoire pour essayer de mieux comprendre justement ces données et savoir comment les interactions entre la chimie organique, les molécules organiques et par exemple l'inorganique comme les sels, ça a été vraiment un gros sujet de ma thèse, vont interagir et donc comprendre ce qu'on voit en fait après, ce qui est renvoyé par le rover.
Et alors, grâce à ces recherches, vous avez reçu le prix L'Oréal UNESCO. Ça représente quoi, ce prix, pour vous ? Déjà, c'est un grand honneur, puisque du coup, ça nous permet, je pense, de s'affirmer dans ces recherches, puisque du coup, il y a un panel de scientifiques, et notamment de l'Académie des sciences, qui nous ont donné un peu ces clés pour se dire que on fait des recherches intéressantes. C'est le gros sujet. Ça me permet aussi de parler de ma recherche, puisque je travaille sur un domaine qui est très médiatique, mais finalement très peu connu du grand public, dans le sens où l'astrobiologie, ça parle pas à tout le monde, on ne sait pas forcément de quoi on parle. Quand on parle de Mars, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis il y a aussi la dotation qui a été très généreuse, et 15 000 € dans le cas des doctorantes, ce qui est mon cas, et ça va permettre, en tout cas, moi je voudrais l'utiliser pour aller en conférence, rencontrer mes pairs, établir des collaborations, justement, donc aller dans d'autres laboratoires potentiellement internationaux pour essayer de faire avancer la science, et ça serait pas possible sans cette dotation. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur Mars, justement sur le sujet de Mars ? Parce que Mathilde le rappelait tout à l'heure, on a encore un chiffre assez bas, 29% de femmes parmi les chercheurs. Oui. Alors, donc moi, dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé pendant ma thèse, j'ai eu beaucoup de chance, ça a été assez bien réparti hommes-femmes, mais effectivement, le spatial est connu pour être un milieu d'hommes. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire avant qu'on arrive à une égalité homme-femme. Vraiment. Vous sentez qu'il y a un progrès tout de même depuis quelques années ? Il y a beaucoup d'actions qui ont été faites, donc notamment le prix Jeunes Talents de L'Oréal UNESCO. Il y a encore beaucoup de travail. Du coup, au cours de votre carrière, vous avez eu des obstacles justement en tant que femme chercheuse, femme scientifique ? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense que je fais partie des exceptions. J'ai eu beaucoup de mentors et de femmes autour de moi pour justement m'aider dans ma carrière, de master jusque même en post-doctorat maintenant que j'ai terminé ma thèse. Mais je fais partie des exceptions, je pense. Et alors, jeudi prochain, vous allez justement présenter votre parcours à 1000 jeunes venant de toute l'Île-de-France au sein de la Cité des sciences et de l'industrie. L'objectif, c'est de susciter des vocations chez les plus jeunes, chez les jeunes filles. Montrer l'exemple, c'est important pour vous ? Énormément. Je pense que j'aurais pas eu une carrière comme ça si justement les femmes autour de moi ne m'avaient pas dit que je pouvais, ils m'avaient montré que c'était possible. Donc vraiment, je pense que, et d'ailleurs c'est le cas de toutes les candidates, quand on a parlé entre nous, on a envie de susciter justement ces vocations, leur parler, leur dire que c'est possible, qu'il ne faut pas se restreindre à certaines carrières qui sont encore très connotées masculines. Oui, c'est très important. Bien, merci beaucoup Ophélie McIntosh d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain pour un nouveau 7-8 avec Grégory Canalé. Nous serons à l'Université des Mairies de l'Ouest parisien. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.